Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. On commence avec les titres de l'actualité. Persistance des actes de sabotage des installations d'énergie électrique du Congo. Après le pylône de Makabanzilou dans le 9e arrondissement de Brazzaville, 2 autres ont connu le même sort à Tchelampo et Mindoli. Et puis, la saison des pluies inquiète les populations situées dans les zones précaires. Certains habitants ont commencé à ériger des digues en sable pour éviter les inondations. Enfin, les membres dissidents de la FECOFOOT ont finalement tenu ce mercredi leur assemblée générale extraordinaire. Ils ont mis en place une commission ad hoc et retiré leur confiance à l'actuel comité exécutif. Vous êtes sur DIR-TV International et vous avez raison. Merci d'être avec nous. L'évolution de l'insalubrité et la dégradation de la nature ont au prix des allures inquiétantes pour la population à Brazzaville. Malgré la mise en place d'un service minimum par la société Averda, les déchets sont toujours visibles dans les grandes artères. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, la capitale congolaise ressemble à ce jour à une décharge publique. Des avenues, lieux publics, espaces verts et caniveaux, rien n'est épargné par cette catastrophe. Curieusement, tout autour de ces endroits impropres se déroulent d'intenses activités commerciales. Une bonne partie des habitants de la ville se plaignent de vivre dans cette situation qui ne fait que s'aggraver. Reportage de Chansia Ovoni, Tracy Etou et Chanel Kifouni. L'entrée en grève des agents de la société Averda depuis le 12 septembre dernier a entraîné une accumulation des immondices et un ralentissement de l'exécution du ramassage des ordures dans la ville de Brazzaville. Une situation qui demeure incommode, portant ainsi préjudice à l'environnement et à la santé de la population. Pour le cas de cet établissement scolaire, la situation oblige le personnel enseignant à se mettre à pied d'œuvre puisque la déventure de cette structure est transformée en dépotoir d'ordures, bloquant ainsi la circulation. Nous avons jugé bon, je vais dire, de faire ce petit ménage. Vu que la société Averda, on ne sait pas ce qu'ils ont eu, est-ce qu'ils sont en grève ou quoi, mais la rentrée pointe à l'horizon. On ne peut pas accepter que nous débutons l'année scolaire dans de telles conditions. Imaginez-vous, il y a des élèves qui vont arriver et sur quoi, avec cette poubelle, on est vraiment exposé au danger, notamment la pollution qui est là, la pollution du sol. Vous savez, il y a des maladies qu'on peut être en possession. Donc d'où on a jugé bon, il fallait qu'on se déguise un peu en agent d'Averda. Nonobstant la mise en place d'un service minimum sous le terrain, le constat reste amer. Et le nombre des agents étant limité sous les artères de la ville, ceux-ci ne peuvent exécuter la totalité du travail dans toute la ville. Moi je pense que quand la Verda était en train de travailler normalement, je pense qu'il n'y avait pas de telle situation. Imaginez-vous, maître fois, chaque nuit il passait, ils enlevaient la poubelle, mais depuis un certain temps, on a constaté, c'est pas seulement ici, un peu partout là. En tout cas, il y a vraiment la poubelle qui est vraiment entassée. On ne sait pas c'est dû à quoi au juste. C'est dû à quoi. En tout cas, nous sommes vraiment très très déçus. C'est vraiment un désagrément. Imaginez-vous une ville comme ça, vraiment la poubelle, on n'arrive pas à enlever la poubelle. Et sur quoi c'est à côté de l'école. D'après une source proche de la direction générale de cette société, cette dernière est confrontée à de nombreuses difficultés. Actuellement, la dite société se sent asphyxiée financièrement et ne travaille qu'avec les moyens de bord. Et puis les habitants de la rue Okoulumbié jusqu'à la rue Luanda sur l'avenue Okemba à Talangaï ont la peur au ventre pour cette saison de pluie. La complexité du réseau hydraulique dans la capitale explique leur vulnérabilité parce que victimes presque chaque année des inondations, les dernières pluies ont causé des dégâts considérables tant humains que matériels dans ce quartier. Des maisons se sont retrouvées submergées et plusieurs familles déplacées.
pour lutter déjà contre les eaux dévastatrices. Les habitants restants ont commencé à ériger des digues de sable tout en lançant un appel urgent aux autorités compétentes pour construire des infrastructures qui pourront non seulement contenir les eaux en crue, mais aussi pourront mieux gérer les ressources hydriques de ce quartier afin d'éviter les aléas climatiques. Voyez ce reportage de Verlaine Dio et Roch Lebaké. Nous sommes sur l'avenue Jean-Dominique Okemba à Talangaï, à hauteur de la rue Luanda jusqu'à la rue Okoulumbié. Le manque de canalisation par ici cause l'inondation des habitations lors des pluies. Depuis quelques années, les habitants vivant cette zone sont obligés d'ériger les digues en sable à l'entrée de leurs parcelles pour empêcher les eaux de pluie de ruisseler dans les parcelles. Un peu à l'aise. Donc tu as la maison comme ça, la pluie, donc il rentre jusqu'à la maison. Vous êtes en train de soulever les trucs, dormir sur des fauteuils, c'est pas normal. Parce que c'est des sacs là qui empêchent à ce que l'eau ne puisse pas traverser et rentrer dans nos parcelles. Voilà pourquoi vous avez mis des sacs dans chaque ruelle. Il y a des sacs, on a barré des ruelles, des avenues. On a presque soutenu des parcelles et partout par des sacs. Là. Voilà pourquoi nous avons mis ces sacs-là. Cette réalité met en difficulté la population de ce secteur et empêche aux moyens roulants d'y accéder. Les taxis ne peuvent pas traverser. Parce que si les taxis essaient d'avancer, ça va bousculer les sacs-là et il y aura totalement à cause c'est comme la l'avenue Okemba. Après les pluies, les jeux là, effectuent la corvée, ils enlèvent le sable. Maintenant, nous on prend le taxi depuis l'avenue Okemba, depuis le goudron, ils vous ramènent ici, vous descendez, vous venez à pied. Est-ce que le taxi arrive quand même? Non, le taxi ne peut pas venir ici. Vous ne voyez pas les montagnes là, vous ne pouvez pas monter. L'inquiétude aussi du chef de bloc qui pense que l'État les a abandonnés. Depuis que je suis dans le quartier de 1975, aucun chef a pensé à nous pour nous faire même les caniveaux. Depuis 1975, je suis venu ici. La parcelle avait ce niveau-là. Mais depuis qu'il y a eu le sablement, il y a eu le sable, vous voyez comment nous sommes devenus en bas. Les rues sont maintenant en haut. Aucun chef a pensé à nous pour nous faire même les caniveaux. Fatiguée de vivre ce calvaire depuis des années, la population lance un cri de cœur au gouvernement. Nous demandons aux autorités de nous emmener au moins le Caterpillar qui doit maintenant effectuer le travail comme d'habitude. Parce qu'à l'époque, ils envoyaient le Caterpillar qui venait nous enlever le sable. Quand ils enlèvent le sable, ils auront la venue à niveau. Mais actuellement, nous n'avons pas de Caterpillar ici de chacun. Si la solution n'est pas trouvée dans un délai raisonnable, la population risquerait de vivre le chaos, surtout en cette période pluvieuse. Ce soir, on signale également l'écroulement de 2 pylônes entre les postes de très haute tension de Tielampo et Mindouli. Ces pylônes ont connu le même sort que celui de Makabandjoulou, vandalisé hier. Armel Christian Zingamioko nous fait le point. Cette catastrophe était longtemps redoutée par la Société Énergie électrique du Congo au regard des actes de sabotage et de vandalisme dont ces installations sont victimes de la part des inciviques, individus visiblement mal intentionnés. L'écroulement de ces pylônes par lesquels transite plus de 70% de l'énergie en provenance de Mar, on dit longtemps, sur ces actions des ennemis du développement socio-économique, de la quiétude, bref, des ennemis de la République. Hier, la nuit, à 20h35, des individus mal intentionnés ont prélevé des cornières sur un pylône à quelques kilomètres de Tielampo, entraînant ainsi la chute de celui-ci, et 3 pylônes ont été également entraînés dans cette chute, ce qui a été à l'origine du blackout que vous avez connu hier. Aujourd'hui, les 2/3 des habitants de la ville de Brazzaville sont privés d'électricité à cause de cette situation. En l'espace de 2 jours seulement, l'écroulement des pylônes devrait sérieusement attirer l'attention des autorités.
La sonnette d'alarme avait été tirée par les responsables de Caresset à travers des multiples appels condamnant ces actes de vandalisme perpétrés sur leur réseau. Ces mêmes personnes sont parties dans différents postes de la ville pour arracher les câbles en cuir qui font la liaison entre le transformateur et le tableau de distribution, privant ainsi les populations dans les quartiers de l'électricité. Donc des délestages déguisés, en quelque sorte. Avant-hier, à midi, dans le quartier de Makambadilou, sur la ligne 30 kV qui part de Djiri vers Mukondo pour alimenter effectivement le quartier de Mukondo et les stations de reprise d'eau, cette même ligne continue jusqu'au centre-ville. On a vandalisé un pylône qui est tombé, entraînant ainsi des délestages accrus au niveau du centre-ville. Nul n'est question de baisser les bras face à cette situation. Énergie électrique du Congo a pris les dispositions nécessaires pour rapidement procéder aux réparations et abréger les souffrances des Brazzavillois. Nous allons faire de tout ce qui est de notre capacité à remédier à la situation, en dépit de tout ce qu'ils sont en train de faire. On ne va pas plier les chines. Nous allons continuer à nous battre pour remettre l'alimentation électrique de la ville de Brazzaville en marche. Pour la sécurisation et la protection du patrimoine électrique national, la vigilance de tous reste de mise au regard de l'importance de l'énergie électrique pour le développement d'un pays. C'est indépendamment de notre volonté, la situation que nous vivons. Ce sont des actes de sabotage. Je sollicite une fois de plus votre indulgence, chers compatriotes, que nous allons nous battre pour remettre l'électricité dans les quartiers en dépit de ces actes. Bon à savoir, les cornières stabilisent les pylônes. Leur retrait fragilise et déséquilibre ces géantes installations qui s'effondrent sous le poids de la ligne très haute tension. Bientôt la rentrée des classes et presque tous les parents sont dans les courses pour l'achat des fournitures de leurs enfants. Mais pour les orphelins, la pilule est amère à avaler. Partout où nos journalistes sont passés dans les orphelinats, les lignes ne semblent pas bouger pour bon nombre d'enfants. Suivez ce reportage réalisé par Nupsian Dombi, Henri Mavambo, ici commenté par Armand Nsanza. Lorsque nous arrivons ce mercredi matin à la maison Notre-Dame de Nazareth de Mpila, ce sont les enfants de classe de CE2, SEM1 et SEM2 que nous surprenions en pleine séance de remise à niveau. Longueur plus ou périmètre divisé par 2. 20 fois 2 égale 2 fois 0. 2 fois 0, 0. Voilà. 2 fois 2, 4. Voilà. Demande, c'est bien. C'est bien, oui, c'est bien. Au programme également, leçons de civisme, chant et révision de la table de multiplication. 5 fois 4, 20. 5 fois 5, 25. 5 fois 6, 30. Des élèves enthousiastes et impatients de retrouver leurs collègues. Je suis contente de repartir à l'école, d'avoir des nouveaux amis. À la maison là-bas, j'étais dans la joie de vous revoir. Cette année, l'orphelinat a inscrit 32 enfants repartis dans les écoles privées et spéciales d'10 maisons. Cependant, la sœur Marie-Thérèse Ongayolo, responsable des lieux, essaie à sa manière d'être au rendez-vous le jour J. L'orphelinat se prépare comme tous les parents, non? Tous les parents qui ont des enfants se préparent pour l'avenir de leurs enfants. Dans notre cas, la différence avec tous les parents, c'est que la différence est par le nombre. Nous avons beaucoup d'enfants qui vont à l'école. Nous essayons de faire ce que nous pouvons pour qu'ils aillent à l'école dans de bonnes conditions. C'est en 1998 que les premiers pensionnaires, la plupart aujourd'hui cadres dans l'administration publique et privée, ont été admis ici. Depuis, l'orphelinat poursuit son chemin, tout comme celui-ci, situé dans le 4e arrondissement de Brazzaville-Mungali, où les inscriptions ont certes été prises pour les 39 orphelins, mais elles restent
insuffisante pour la responsable qui compte sur les bienfaiteurs. Pour nous, notre préparation, c'est les donateurs qui viennent envers les enfants, leur amener les fournitures de l'école. Bon, les difficultés, ça ne manque pas, surtout les frais de décollage. Bon, nous remettons tout à Dieu. Il y aura des personnes en bonne volonté qui viendront. Surprise, au moment où nous tournions notre reportage. Ces deux jeunes filles sont venues ici prendre des renseignements pour apporter leur pierre à l'édifice. On est venu prendre des renseignements parce qu'on a décidé entre nous de faire un petit geste parce qu'on sait que c'est bientôt la rentrée. Et certains parents ont déjà du mal à joindre les deux bouts, à acheter des kits scolaires pour leurs enfants. Et on s'est dit qu'à combien plus forte raison les orphelins et tout. Dieu aime celui qui donne avec joie, disent les Saintes Écritures. Et si rien n'est fait d'ici à samedi, plusieurs élèves de certains orphelinats de Brazzaville risqueraient de débuter leur année scolaire avec retard. Pour rappel, la rentrée scolaire 2024-2025 est prévue pour ce mardi 1er octobre. À quelques jours de la rentrée scolaire, la Fondation Anatole Koliné Makosso a lancé à Pointe-Noire, dans le 4e arrondissement Luandjili, une campagne de scolarisation des enfants vulnérables. C'était au cours d'une cérémonie dirigée par Willy Tati Mbouadi, président de cette fondation. Reportage de Demortez Mavongo et Kevin Limboussou. La Fondation Anatole Koliné Makosso, FACEM en abrégé, dans sa politique d'accompagner la jeunesse congolaise à l'éducation scolaire, a lancé ce mercredi 25 septembre 2024 une campagne de scolarisation des orphelins et autres enfants vulnérables. Cette campagne ouverte par Willy Tati Mbouadi, président de cette fondation, se tiendra jusqu'au 30 septembre 2024 au siège de la direction départementale des affaires sociales dans le 4e arrondissement de Pointe-Noire, Luandjili. Pour ce jour de lancement de la campagne, élèves, parents d'élèves, orphelins et bien d'autres enfants sont arrivés pour vivre de très près cet événement caritatif. Dans son mot introductif, Willy Tati Mbouadi a dévoilé le contenu de cette campagne basée essentiellement sur l'inscription des enfants non scolarisés et de la dotation des enfants vulnérables en fourniture scolaire. S'agissant des enfants non scolarisés, un travail a été fait avant pour répertorier les intéressés. Ce jour, un accent particulier a été mis sur ces enfants qui bénéficieront d'un suivi permanent, a précisé Willy Tati Mbouadi. Symboliquement, 2 enfants de Luandjili ont bénéficié des kits et uniformes scolaires. Ces enfants montrent le sourire, ont droit aussi à l'éducation. Avec la bénédiction du président de la Fondation, son Excellence Anatole Koliné Makosso, nous allons les inscrire, prendre en charge leur scolarité et faire un suivi permanent. Car ces enfants, ce sont les futurs cadres et responsables de notre cher beau pays. On ne se limite pas à Luandjili, nous avons demandé aussi à ceux de CFMO de nous faire parvenir leur liste. Et il y a un travail qui s'est fait en amont pendant une semaine et le travail va se poursuivre pendant 5 jours afin que tous les enfants non scolarisés, orphelins, vulnérables soient pris en compte. La Fondation Anatole Koliné Makosso compte récompenser dans les prochains jours les élèves les plus méritants de Luandjili répertoriés par la direction départementale de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Une façon pour le président de cette fondation d'accompagner les actions du ministère de l'enseignement général et du Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso, président fondateur de cette plateforme. Poursuivant ce journal, l'Union nationale des associations des personnes handicapées du Congo, UNACO en sigle, a procédé mardi au lancement officiel d'un centre de formation et de perfectionnement en informatique pour les personnes en situation de handicap, comme quoi l'accessibilité aux nouvelles technologies pour le handicap en cette ère numérique constitue une aide technique précieuse, signalant que la formation dans ce centre durera 9 mois et sera sanctionnée par un diplôme de mérite. C'est un reportage de Charvin Mabiala et Henri Mavambo.
assez soucieux de leur avenir socio-professionnel et faciliter leur inclusion sociale dans les métiers de l'informatique, que 21 personnes vivant avec handicap prennent part depuis ce mardi à une formation de 9 mois en informatique, y compris des cours de remise à niveau en langue française et en entrepreneuriat. Formation initiée par l'UNACO, Union nationale des associations des personnes handicapées du Congo, sous fonds propres. La tranche d'âge concernée est celle de 15 ans et plus. Cette phase pilote fait suite à la demande reçue par cette union de la part des personnes vivant avec handicap qui souhaitent ne pas rester en marge de l'évolution technologique. Dixit Clarkson Kuka Kanza, coordonnatrice du projet. Ce qui lance par la même occasion l'ouverture de ce centre de formation et de perfectionnement en informatique pour les personnes vivant avec handicap. Ici, la formation est gratuite. Il n'y a pas quelque chose qui dépasse l'éducation et la formation dans ce monde-là. Quand vous êtes éduqué, vous êtes formé, vous êtes des cadres de demain. Et nous avons pensé effectivement que les handicapés qui sont là doivent être utiles dans notre pays. Et par conséquent, ça doit passer par la formation. On a tenu compte de toutes les sensibilités, l'état physique de tout un chacun, les moyens de communication de tout un chacun. Ici, vous avez les interprètes en langue de sourds. Vous avez les interprètes, les traducteurs en braille. Les encadreurs, comme on l'a dit, c'est des encadreurs maison. C'est des personnes vivant avec handicap qui ont le niveau requis pour former leurs frères et sœurs handicapés. Accroître le développement en NTIC, les opportunités d'emploi, l'accessibilité à l'informatique, la reconnaissance des compétences et du potentiel des personnes vivant avec handicap sont là les défis que l'UNACO compte relever en faveur de cette couche sociale. Ce sont au total 5 déficients auditifs, 8 déficients visuels, 5 atteints d'albinisme et 3 handicapés moteurs qui bénéficient à cette phase pilote. Ce projet pourra s'étendre jusque dans d'autres départements, a laissé entendre la coordonnatrice, qui lance par la même occasion un appel au soutien à toute personne mue d'altruisme. Ce 25 septembre, l'humanité célèbre la journée mondiale du pharmacien. Le thème retenu cette année au niveau national est « Le VIH-Sida n'a pas disparu, les pharmaciens restent vigilants et mobilisés ». Ce thème a été débattu au cours d'une conférence débat organisée à cette occasion par l'Ordre des pharmaciens du Congo. On fait le point avec Evra Kasumba et Michael Massamba. Ne pas relâcher les efforts dans la lutte contre le VIH-Sida, c'est entre autres engagements réaffirmés par l'Ordre des pharmaciens du Congo ce mercredi 25 septembre à l'occasion de la célébration de la journée mondiale du pharmacien. Placée sous le thème « La pharmacie renforce les systèmes de santé », cette journée met en avant le rôle crucial des pharmaciens dans le renforcement des systèmes de santé, surtout après la crise de la Covid-19. Cependant, au niveau national, le thème retenu est « Le VIH-Sida n'a pas disparu, les pharmaciens restent vigilants et mobilisés ». Thème débattu au cours de cette conférence débat, ici au Centre de conférence internationale de Kintélé. Parmi ces conférenciers, le professeur Roland Osibi Ibarra, chef des services des maladies infectieuses au Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville. Ce dernier a mis l'accent sur le taux de prévalence du VIH-Sida au Congo, qui est de plus en plus inquiétant. Pour être précis, le Congo est placé deuxième avec un taux de prévalence de 42% après le Sénégal qui est à 41,2%. Le Cameroun est troisième avec un taux de prévalence de 37,4% selon la dernière enquête de 2009 réalisée par l'ONU-SIDA. Des chiffres alarmants qui ne laissent pas indifférent le président de l'Ordre des pharmaciens du Congo, Djaguer Mpanzu. Nous sommes les acteurs de santé publique, on a dans nos officines des patients qui arrivent. Notre rôle, c'est de les écouter, les orienter, les conseiller, les pousser à accepter les traitements qu'ils ont sur eux. C'est beaucoup plus ce rôle-là que nous jouons aujourd'hui parce que dire qu'aujourd'hui nous devons détenir dans nos officines les antirétroviraux, il faut d'abord annuler le décret qui le rend gratuit. Je crois que c'est une bonne opération que le gouvernement avait fait en rendant gratuit les antirétroviraux. Chacun aujourd'hui peut se soigner gratuitement
Il suffit d'aller dans le centre de traitement ambulatoire, vous pouvez avoir ce traitement, vous pouvez faire des examens biologiques gratuitement et les dépistages gratuitement. Mais pour le public congolais, c'est de leur rappeler que le VIH-Sida n'a pas disparu. Il existe toujours. Il faut que nous ayons des comportements responsables. Les comportements responsables, c'est toujours penser à la prévention, s'approprier de ces préservatifs qui sont toujours disponibles dans les officines. Ouvrant cette séance, le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a lancé un vibrant appel à tous les acteurs impliqués dans la lutte contre le VIH-Sida à travailler davantage en vue de réduire les inégalités à l'accès des soins dans les zones rurales. Toutefois, une minute de silence a été observée en mémoire du pharmacien Léé Kaboka, décédé il y a quelques jours. Le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement FIGA en sigle et le Centre de ressources professionnelles de métiers du bois, Wenge CRP Bois, ont conclu un accord stratégique ce mercredi pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Selon les signataires, cet accord marque une étape décisive dans le développement de la filière bois au Congo et pourra également ouvrir de nouvelles perspectives. Suivez. Ce partenariat fructueux au service de l'économie congolaise vise entre autres à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes dans le secteur du bois en leur offrant des formations spécialisées, un accompagnement personnalisé et un accès facile au financement. Le directeur général adjoint du FIGA, Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement, Brice Makaya Kokolo, revient sur l'importance de cet accord. L'impact de ce partenariat est sur plusieurs axes. Le premier axe, c'est de pouvoir accompagner tous les étudiants, les apprenants de Wenge à la sortie de leur formation pour leur permettre d'avoir une garantie sur leur financement pour pouvoir entreprendre leurs projets. Et le deuxième axe est d'accompagner le CRP Wenge dans sa mise en valeur du bois légal dans ce projet-là, c'est-à-dire c'est ajouter la valeur ajoutée du bois à la coupe jusqu'à la transformation, tout en sachant que le bois peut prendre plus de 50 fois de sa valeur au moment de l'achat. Dans le cadre de ce partenariat, le FIGA et Wenge CRP Bois mettront en œuvre les actions concrètes à impact durable, parmi lesquelles le renforcement de la composante d'incubateurs et pépinières d'entreprises du centre Wenge. Brice Makaya Kokolo, directeur général adjoint, n'a pas manqué d'éclairer les jeunes sur les critères d'éligibilité et les modalités de dépôt de dossiers de candidature en lien avec le programme Un jeune, une entreprise, lancé par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Le programme Un jeune et une entreprise, comme je l'ai dit, s'ouvre pour tous les jeunes allant de 18 à 35 ans et que ça a été étendu jusqu'à 40 ans. Ils peuvent déposer leur candidature soit en ligne, soit dans nos différentes directions départementales. Et les critères de sélection, c'est avoir un projet viable, avoir des projections en termes de création d'emplois, et enfin avoir d'autres critères qu'on appelle, nous dans notre jargon, des critères extra-financiers, c'est-à-dire le nombre de femmes qu'il peut y avoir dans l'activité, entre autres critères extra-financiers. Ce partenariat s'annonce comme une initiative prometteuse, a indiqué le directeur du centre Wenge CRP Bois, Roland Parfait Goma. Pour nous, les perspectives de ce partenariat, ça nous permet de croire que demain, ces jeunes seront des entrepreneurs qui sont capables de fabriquer des ouvrages en bois de qualité pour mettre sur le marché. Et ça nous donne à nous l'occasion de continuer à former sans avoir trop de soucis sur la suite, parce que la suite est garantie et couverte par ce partenariat avec le FIGA. S'en est suivi la visite guidée de la structure par les officiels qui se sont émerveillés du travail d'un jeune formé par le PDCE dans la fabrique des couveuses. Créé en 2019, le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement a pour mission de promouvoir et de stimuler la croissance et le développement des micro, très petites et moyennes entreprises et de l'artisanat.
En culture, on va parler de la présentation de ce nouveau livre, Le Congo et les conventions fiscales. Tel est l'intitulé du deuxième ouvrage du juriste Chris Mbungu Kolo, lequel a été présenté le 24 septembre à Pointe-Noire. Les détails dans ce reportage de Jean-Pierre Février et Héritier Toit. Pour mieux faire comprendre à ses lecteurs les enjeux nationaux et internationaux des conventions fiscales, le juriste fiscaliste Christ Béni Mbungu Kolo a présenté le mardi 24 septembre 2024 à Pointe-Noire son deuxième ouvrage intitulé « Le Congo et les conventions fiscales ». Un ouvrage de 127 pages subdivisé en 4 chapitres mettant en valeur les différentes conventions fiscales signées entre le Congo et les autres pays. Ouvrage publié dans le strict respect du principe de la réciprocité pour lutter contre l'évasion fiscale en facilitant les échanges, la coopération administrative et éliminer les doubles impositions. Devant les sachants de la fiscalité, les inspecteurs d'impôts et le public, l'auteur a fait une brève présentation de son ouvrage. À travers cette œuvre de 127 pages contenant d'une part une partie analytique des conventions fiscales et d'autre part une partie relative aux deux modèles de conventions fiscales existants, à savoir les conventions fiscales relevant du modèle de l'OCDE et du modèle de l'ONU, je viens apporter ma pierre à l'édifice de la fiscalité congolaise et poser les bases d'un débat sain, constructif autour des conventions fiscales. Les défis engendrés par les conventions fiscales demeurent immenses et devraient interpeller tout citoyen congolais, amoureux de son pays, patriote. En effet, ces dernières années, les conventions fiscales signées par les pays subsahariens, particulièrement avec les pays occidentaux, les ont conduits à renoncer à leurs droits d'imposition sur les revenus générés au sein de leur juridiction. Ainsi, une prise de conscience de l'impact des conventions fiscales sur les revenus nationaux a engendré l'annulation ou la renégociation de certaines conventions. Étayant la présentation de l'ouvrage, l'inspecteur vérificateur de la Brigade nationale a donné une contribution thématique. Il évoque donc la question des conventions fiscales. Et simplement, les conventions fiscales peuvent être définies comme un accord entre deux ou plusieurs pays pour établir un cadre particulier d'application de certaines dispositions fiscales dans l'un et l'autre pays. Alors, la convention fiscale aujourd'hui représente un outil ou un dispositif important de politique fiscale internationale de beaucoup de pays. Même inspiration pour l'inspecteur vérificateur, chef de brigade départementale. Qu'est-ce qu'une convention fiscale? Pourquoi conclure une convention fiscale entre les États? Il est même parti très loin sur la page 21, ceux qui auront la possibilité de lire en présentant les ressortissants, les sujets d'un État A et un État B, dont le droit à qui on doit attribuer le droit d'imposer. Les échanges et partages d'expériences avec l'auditoire autour de la thématique suivie de la vente et dédicace du livre, ainsi que le mot de remerciement de l'auteur ont constitué des moments de la fin de cette cérémonie littéraire enrichissante. En politique, le mouvement des jeunes présidentiels a désormais un nouveau bureau dans le Niari. Ce bureau mis en place lundi dernier a été mise en place, je le disais, à l'issue d'une assemblée générale. Et ce bureau sera dirigé par Lionel Tati. Ceci entre dans le cadre de la campagne des structurations du MJP dans les départements du pays. C'est Giscard Maungu qui fait le point. Dans la salle, Donald Mobobola harangue ses camarades du MJP. Le mouvement des jeunes présidentiels a pris rendez-vous dans cette salle de la préfecture du Niari, gagnée par le jaune de leur parti, pour mettre en place sa structure fédérale. La toute première, Christelle Tchati, qui a été plébiscitée par ses pairs et aura la charge du MJP dans le Niari.
Il m'échoit désormais l'obligation de prouver de par mes pratiques et mon comportement sacerdotal d'homme politique que je mérite cette confiance. Monsieur le Président, en ouvrant les pages de l'histoire de notre département Uniari et notre ville de Dolisie, ce lundi 23 juin 2024 marquera l'intronisation du premier président fédéral du parti Mouvement des Jeunes Présidentiels, en sigle MJP. En pareille circonstance, je mesure déjà l'ampleur de la tâche qui m'attend. Il dirigera un bureau de 13 membres, dont Brent Anaïs Divassa est le vice-président fédéral. L'Assemblée générale élective du MJP a aussi choisi Ousmane Mbakou à la tête de la commission de contrôle et d'évaluation et 151 de leurs camarades au Conseil fédéral. Bonne affaire donc pour Donald Mobobola qui vient de structurer son parti dans le Niari. Le président, coordonnateur national du MJP, qui appelait déjà à l'ouverture des travaux. Au courage. C'est ici, à Dolisie, et l'occasion que nous vous demandons de croire à la noblesse du combat que nous avions choisi de mener. Celui de défendre les valeurs de la patrie, d'accompagner les actions du chef de l'État, lesquels combats nous impose de faire montre les dispositions morales comme le courage, la persévérance et le discernement. Le bureau fédéral du MJP du Niari a été installé. Reste l'action sur le terrain. Donald Mobobola conseille alors. Il est très important que nous comprenions le rôle que nous devons jouer. On ne demande pas à un État qui a-t-il fait pour moi, mais plutôt l'État vous demandera qu'est-ce que vous avez fait pour le Congo. Cette assemblée générale élective s'est tenue après celle de Brazzaville, de Pointe-Noire, de la Lekumu et de la Bouenza, prochaine destination du MJP, le pôle, pour un bis repetita. L'actualité ce mercredi, c'est aussi le sport. Une partie des présidents des clubs membres de la Fédération congolaise de football a finalement tenu une assemblée générale extraordinaire. Ces derniers ont retiré leur confiance à l'actuel comité exécutif tout en prononçant sa révocation et la suspension immédiate du secrétaire général co-gestionnaire des ressources de la FECOFOOT avant de mettre en place une commission ad hoc qui sera présidée par William Bouaka, signalant que les travaux de cette frange ont été présidés par le directeur général des sports, représentant le ministre en charge des sports. Je vous propose d'écouter cet extrait choisi par Théodore Balosa. L'Assemblée générale extraordinaire, en conformité avec l'article 26 des statuts, a décidé de demander un audit externe des comptes de la FECOFOOT en rapport avec les griefs énoncés sur la corruption et l'opacité dans la gestion des ressources. Retirer sa confiance au comité exécutif actuel et prononcer sa révocation. Demande la suspension immédiate du secrétaire général, co-gestionnaire des ressources de la FECOFOOT. Après un échange, les membres de l'Assemblée générale ont unanimement décidé de la levée pure et simple de toutes les sanctions infligées au club ainsi qu'aux officiels. En conséquence de la révocation du comité exécutif, les membres de l'Assemblée générale extraordinaire ont unanimement élu le bureau de la commission ad hoc qui se compose ainsi qu'il suit. Président, William Théodule Bouaka. Premier vice-président, Alain Roch Francky Luemba. Deuxième vice-président, Wilfried Bruno Manka. Secrétaire rapporteur, Tigno Fred Eril Mondouno. Membre, Célestin Mouyabi, Steve Leka et Jim Oumar.
Il convient de souligner que cette commission ad hoc élue aura entre autres missions de œuvrer pour la reprise d'une collaboration harmonieuse avec le ministère en charge des sports au fin de créer le cadre de relance des activités sportives. Organiser l'Assemblée générale élective dans un délai ne dépassant pas 90 jours. Par ailleurs, les membres composant le bureau de la commission ad hoc ne peuvent se présenter au poste de président du comité de la FECOFOOT. Et c'est par ici que nous bouclons complètement ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi.